Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui va pas être simple, alors il va falloir vous concentrer, il faudra vous donner du temps pour tout assimiler et bien comprendre. Il s'agit de votre bonheur, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et avec nous, pour en parler, donc celle qui a souhaité venir en parler, Jaïla de Vacarme, bonsoir. Bonsoir. Evelyne Noireau, bonsoir. Donc, Jaïla est coordonnatrice du projet Isopolis. On va vous dire ce que c'est dans un instant. Et Evelyne Noireau, donc, est chargée au niveau d'expérimentation au niveau des seniors. Donc, alors, d'abord, la question simple. On va essayer, comme je vous dis, prenez le temps de comprendre. C'est quoi Isopolis ? Alors, c'est une question simple, mais pas facile. Pour moi, c'est un défi de l'expliquer simplement pour essayer d'être le plus simple possible. On a fait un constat de notre société qui était à bout de souffle, qui avait atteint ses limites, notamment parce qu'on gère nos problématiques de manière cloisonnée, tout en silo, et alors qu'on a besoin d'avoir une vision globale de la façon de gérer nos problèmes. C'est pas fini. Là, ça commence à devenir trop compliqué. Là, c'est une vision qu'impose Jaïla. Voir les choses de manière globale. Ouais, alors, ouais. allons voir les choses de manière globale et de la façon où Jaïla va nous expliquer. Oui. Alors donc, on part d'un modèle qui a atteint ses limites et on veut aller vers un modèle viable qui nous ressemble et qui nous rassemble, nous réunionnais, qui nous donne envie de construire notre modèle sociétal et qui nous rend heureux, qui améliore notre bien-être. Et pour faire ça, comme une société, c'est en effet complexe dans son fonctionnement, Isopolis a un cadre méthodologique qui permet d'accompagner la transformation. Donc, passer d'un modèle qui est difficile, enfin qui ne nous rend pas forcément heureux, à un modèle qui va faire du bonheur des Réunionnais le pilier de la société réunionnaise de demain. Et ça, on a besoin de méthode. Et Isopolis, c'est cette méthode, enfin une proposition de méthode. Evelyne, ce serait quelle définition pour vous par rapport à ce que vient de dire Jaïla ? Moi, je représente le faiseur de changement. Les faiseurs de changement sont des gens qui sont dans la société civile en général, qui font des choses pour la transformation sociétale, sans le savoir des fois. Et ils font des choses qui marchent auprès d'un public qui leur tient à cœur. Voilà, moi je représente le faiseur de changement qui met donc mon expérience dans un cadre méthodologique pour pouvoir passer à l'échelle et faire profiter un maximum de personnes. Et mon domaine, c'est les seniors. Donc moi, mon but, c'est de rendre les seniors heureux. D'accord. Alors, je vais revenir sur la méthodologie. La question, et ça, j'essaye vraiment de faire en sorte de simplifier au mieux l'information vers les téléspectateurs. Alors, il ne faut pas se sentir, totalement exclu parce que la façon d'aborder le sujet est différente par rapport à d'habitude. Là, c'est mettre en place une façon de comprendre, d'apprendre d'abord et de comprendre ce que Isopolis veut dire et veut faire, bien sûr. Alors, on va sortir un élément du BNB, c'est ça ? Oui. Ça veut dire ? Bonheur national brut. Comment le définir ? Alors le BNB, c'est un indice qui a à peu près un demi-siècle maintenant, qui a été développé dans un petit pays qui s'appelle le Bhoutan. Et l'objectif, c'était... Alors, juste pour qu'on ait une approche de ce que peut être le Bhoutan, imaginez la Chine, imaginez l'Inde, et voyez le Népal qui est entre les deux, et voyez le Bhoutan qui est juste à côté. Donc, c'est pour donner le cadre de ce petit pays qui, parfois, est aussi... Pour montrer à quel point c'est complexe, ça donne aussi des tensions entre l'Inde et la Chine. Tout à fait. Et le roi du Bhoutan, il y a un certain temps déjà, a décidé qu'une société qui était saine était une société qui rendait son peuple heureux. Et du coup, au lieu de partir pour évaluer le but de la politique, c'est bien d'amener la société dans une direction. Et pour du coup modifier les stratégies pour accompagner la population, en gros tout ce qui est politique publique, le roi du Bhoutan a décidé de développer un indice où on allait enquêter
la population pour voir dans 9 domaines différents. Donc c'est pas qu'un domaine comme actuellement le PIB, c'est que le domaine économique. Là, il y a 9 domaines qu'on va prendre en compte pour voir est-ce que la population est satisfaite des services rendus par la société dans ces 9 domaines. Le but étant vraiment de prendre en compte de manière globale le bien-être des personnes, et on sait que c'est dépendant de sa famille, c'est dépendant de sa culture, c'est dépendant de l'environnement, c'est dépendant de la gestion de notre temps, c'est dépendant de la gouvernance, c'est dépendant de notre niveau économique, mais pas seulement. Du coup, c'est comment est-ce qu'on passe d'un focus ciblé sur l'ultra-performance, la productivité économique, à un focus qui va être plus global et qui va prendre l'humain tel qu'il est, dans sa globalité, dans son bien-être global. Et ça, c'est pour nous un élément fort, un message fort à passer notamment aux décideurs, mais aussi à la population, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question. Est-ce que la société aurait pour objectif de répondre à mon bonheur? Et c'est quoi mon bonheur? Il y a 2 règles en plus, pour passer là-dessus, qu'on trouve très, avec lesquelles on est d'accord, et ça simplifie quelque part un certain nombre d'éléments. C'est que oui, si je veux être heureux, mon bonheur est indissociable de celui des autres. D'où la question du vivre ensemble, de la solidarité, qui fait quand même le talent de la Réunion sur l'échiquier international. Donc mon bonheur est indissociable de celui des autres, et il est indissociable de l'environnement. Donc c'est quand même 2 éléments qui mettent en place, qui nous permettent d'appréhender les choses de manière plus globale. Et enfin, je suis acteur de mon bonheur. Là, c'est aussi quelque chose de dire qu'est-ce qu'on attend, jusqu'à où on va attendre des politiques publiques. Et à quel point je me prends en charge, moi, à quel point je me responsabilise quant à mon bonheur. Donc c'est tout ça, tous ces éléments-là qu'amènent un indice qui mesurait non pas la productivité économique, mais le bonheur de la population réunionnaise. Evelyne, comment définir le bonheur national brut des personnes âgées aujourd'hui? On a vu pendant ce confinement comment ils ont été isolés, comment ils ont été séparés des gens qui leur donnaient encore un peu d'émotion, de sensation, de bonheur, on va dire. Aujourd'hui, si on doit faire un bilan, entre guillemets, comment définir ce que vivent actuellement les personnes âgées? Alors, c'est très simple. Moi, je pars d'un constat actuel où la personne âgée, les seniors, moi je les appelle les seniors dans la globalité, ils sont considérés comme un problème démographique et une charge économique. Donc, ces 2 choses-là... C'est une vision quand même qui est très négative finalement. Elle est négative, mais elle est réelle. On le considère comme une charge et non pas comme un... Tout à fait. Un élément constitutif d'une société saine. Et effectivement, et en fait, c'est vraiment malheureux. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est replacer le senior à sa place. À la place qu'il mérite, c'est-à-dire à la place de sage, de celui qui transmet, replacer l'intergénérationnel et faire du bonheur, en fait, une finalité même pour les seniors. Donc, je vais vraiment replacer les 3 principes, c'est-à-dire je suis acteur de mon bonheur est indissociable de celui des autres, donc replacer le senior là-dedans, et indissociable de l'environnement. Donc, avec des outils, je vais pouvoir donc changer les choses. Et de faire de sorte que le senior ne soit plus considéré juste comme une charge démographique ou économique. Parce que quand on parle des EHPAD, quand on parle des seniors ou des personnes âgées, on regarde toujours la dépendance, on regarde la perte d'autonomie, mais on ne voit pas que c'est aussi ces personnes-là, aujourd'hui on dit aussi que c'est une force économique, l'économie grise. Bien sûr. Et on ne voit pas ce que ça apporte lorsqu'on parle d'intergénérationnel, parce que ce sont vraiment des individus remplis de connaissances qui peuvent encore transmettre. Et ça, qu'est-ce qui fait qu'on néglige finalement, qu'on regarde le verre à moitié vide et non pas à moitié plein? Moi, je pense que c'est l'appréhension de la vieillesse. On vieillit de plus en plus. La longévité de la vie, elle est de plus en plus grande, mais on vieillit de plus en plus mal. Mais on vieillit de plus en plus mal, pas forcément physiquement, parce que les seniors, ils prennent soin d'eux, etc., mais ils vieillissent de plus en plus mal au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Et ils se posent des questions, ils se sentent encore utiles. C'est leur place dans la société à un moment. Oui. Moi, je pense que vraiment, si on parle de résilience, les seniors, ils doivent faire une résilience
émotionnelle. Parce que la résilience physique, c'est déjà fait. Le fait même ils aient vieilli, ça veut bien dire qu'ils sont passés par la résilience physique. Et psychologique, on a des tas de seniors qui sont pas en démence. C'est vraiment une infime minorité. Donc, en fait, vraiment, je pense que leur bonheur passe par leur résilience émotionnelle, leur émotion. Quand on dit résilience, parce que c'est un mot aujourd'hui qu'on utilise de plus en plus, et je suis pas sûr que tout le monde maîtrise la définition de ce mot. Quand on parle de résilience, là, c'est construire encore, continuer à se construire dans cette... dans le fait de prendre de l'âge, quoi. J'allais dire la vieillesse. Pour moi, la résilience, c'est vraiment faire de ces souffrances une force. Ressortir, rebondir à partir d'un trauma et rebondir en force et de façon positive. Mais les seniors, ils l'ont déjà prouvé. Mais ce qui pose un problème c'est que sur ce sujet-là, c'est que ce ne sont pas les seniors qui ont le pouvoir de décision. C'est les générations d'avant. C'est peut-être ça le problème. Eh bien, moi, ce que je voudrais faire, effectivement, c'est faire avec les seniors d'aujourd'hui, construire avec toutes les organisations concernées, les institutions et mon expérience de terrain, construire le bonheur des seniors de demain. De façon à ce que arriver aux petits-enfants, ça soit une évidence et qu'ils vivent dans une société où le senior est déjà bien représenté et que son image est réhabilitée. Et on l'a vu, Jaëla, lors de cette pandémie, que les personnes les plus touchées, ça a été justement les personnes âgées, les seniors. Aujourd'hui, est-ce que cette société que vous proposez, a un équilibre justement entre les générations? Parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, quand on vieillit, on devient un peu un poids pour la société. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que autant pour les jeunes, il y a l'éducation, c'est un investissement. Autant les adultes, là, ils investissent concrètement dans l'économie, et les seniors, ils n'ont plus de fonction. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de fonction. Oui, mais le problème, c'est que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un moment. Ils ont quand même un poids économique. Je veux dire que sans les seniors, il n'y a pas autant d'argent, il n'y a pas autant de moyens pour développer cette société. Mais on regarde le verre à moitié vide, on regarde tout ce que ça coûte, mais on voit pas tout ce que ça apporte. C'est bien dommage, parce que du coup, il y a une fonction vitale, et encore plus maintenant, parce qu'à La Réunion, on a une pyramide des âges qui devient plus une pyramide, puisqu'on aura en 2030 autant de jeunes que de seniors. Donc, à la Réunion, en 2030, je crois, on sera 100 000 personnes au-dessus de 60 ans. C'est ça. Et du coup, l'importance de la transmission, qui est une fonction à part entière, et en fait, il faut restaurer la fonction de transmission comme étant une fonction essentielle à une société viable économiquement et saine, émotionnellement, et donc restituer une place au niveau des seniors, et notamment, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de connaissances, vous l'avez dit, beaucoup d'expériences qui sont détenues par ces seniors et qui demandent qu'une chose, c'est de transmettre, d'accompagner. Il y a plusieurs moyens possibles. Ça peut être le tutoring, le mentoring. Il y a déjà plein de voies qui permettent à nos seniors de transmettre tout ce qu'ils savent à la société pour augmenter en performance, justement, et développer notre viabilité économique, qui sont essentielles. Et ça serait considéré de manière juste et saine nos seniors comme étant des acteurs de contribution majeure dans notre développement économique, tout simplement. Et dans ce projet d'Isopolis, comment trouver justement un équilibre entre les différentes générations? Alors c'est pour ça qu'en fait on a dit que dans Isopolis, le pilier de la société réunionnaise était le bonheur, autrement dit le bien-être durable, des Réunionnais de manière globale. Mais ensuite, le moyen qu'on va utiliser pour y parvenir, c'est la fameuse résilience dont on a parlé avant. La résilience, il faut savoir que c'est la capacité de rebond, c'est-à-dire qu'il nous arrive à un choc, en gros on est mis en difficulté psychologique, on appelle même ça vulnérabilité psychique. Une personne sur deux est considérée quand même dans cette situation-là. Et on apprend de soi-même, ça veut dire qu'on chute, on a à un moment donné une période où on se sent beaucoup moins bien, ça veut pas dire être invincible. De toute façon, avec ce confinement, au sortir de ce confinement, et quand je dis au sortir, parce qu'on est toujours dans le confinement psychologiquement parlant, il faudra surtout que se guérir des traumatismes que ça a provoqué, c'est chacun, et je pense que chacun
est ressorti de ce confinement, est en train de sortir de ce confinement avec des traumas, et il faudra quand même rebondir, voilà, exactement. Traverser les crises en apprenant de soi. Mais ce que le coronavirus a fait, ce qui était déjà présent, mais l'a accéléré, c'est que c'est une crise sur tous les systèmes humains. C'est-à-dire à échelle individuelle, à échelle des organisations, à échelle de notre culture, parce qu'on n'a plus de vie communautaire, donc c'est quand même un ciment de la solidarité réunionnaise, et à l'échelle du territoire. Donc le problème, c'est que ça a attaqué tous les plans en même temps. C'est pour ça qu'au niveau d'Isopolis, si on veut créer une société qui soit viable, eh ben, il va falloir travailler sur tous les plans en même temps. À l'échelle individuelle, à l'échelle des organisations, à l'échelle de notre communauté, de nos communautés, de notre vivre ensemble, et à l'échelle du territoire. Pour répondre juste à la première question qui était les âges, c'est qu'il faut savoir qu'à échelle individuelle, notre capacité de rebond, autrement dit notre résilience, dépend de notre âge. Parce qu'en fonction de l'âge, on n'a pas déjà la même capacité intellectuelle. C'est pour ça que dès que les jeunes, on est un des territoires à connaître le plus de violences intrafamiliales, notamment sur les enfants. Dès qu'on touche les enfants, là, ça a des conséquences qui sont graves. C'est un paradoxe de le dire ici à La Réunion, mais aussi au niveau national. Bon, maintenant, vu les différentes communautés qu'il y a aussi, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs, on voit que cette situation crée vraiment du mal-être. Absolument. Et c'est ça qui est vrai, quel que soit le pays d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Mais comment aujourd'hui vivre ensemble, et c'est un paradoxe, mais lorsque on est à noir, on est africain ou on est maghrébin, on est dans un pays européen, qu'on le veuille ou pas, même si on est bien intégré, le mal-être, de toute façon, il va à un moment donné arriver. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, le processus de la résilience, il est assez simple. C'est en gros, la résilience, c'est comment on passe du statut de victime, le subir, au statut d'acteur. C'est ça la résilience, hein, acteur de son territoire. Et ces 3 étapes pour faire de la résilience et pour amener notre population à être pleinement citoyen d'une société qu'ils ont envie de construire, qui les inspire, c'est connaître. Connaître, c'est la première étape. Et ça passe par connaître d'une part son histoire biographique, mon histoire moi personnellement, qui prend sens dans une histoire culturelle. Si on ne connaît pas son histoire, on n'est pas en mesure d'accepter et donc de faire en conscience, qui sont les trois autres étapes. Du coup, la partie connaissance de son histoire est un fondement même de la résilience. D'où ma question à Evelyne Waro. Justement, il y a une chose que les Réunionnais, la génération qui arrive autour de 50-60 ans, c'est de ne pas connaître son histoire. Et de souffrir de ça. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte ces 20 dernières années, c'est que le peuple réunionnais souffre parce que son histoire, on ne lui a pas transmis son histoire. On lui a raconté l'histoire des autres, mais on ne lui a pas raconté son histoire. Et ça, c'est visible chez les personnes, plus chez les personnes âgées aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de répondre ? Les seniors, en fait, ils sont vraiment frustrés dans ce plan-là parce qu'ils détiennent justement cette connaissance personnelle déjà et ils ne peuvent pas transmettre. Et c'est pour ça qu'ils sont à l'aise avec leurs petits-enfants. Parce que leurs petits-enfants les écoutent, ils sont un petit peu admiratifs. En fait, vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais entre les deux, il n'y a plus de lien. Et ça les rend malheureux, en fait. Et il faut restaurer ce lien. Parce qu'avant, il y avait au moins la table de midi ou du dimanche midi. C'est ça. Il y avait la famille qui se mettait autour. Le soir, il y avait toujours une table. Il n'y avait pas la télé. Et ça, depuis 40 ans, ça a changé avec l'arrivée des premières de prises uniques en 1917 à La Réunion. Les grandes surfaces sont arrivées. L'alimentation a changé. La nourriture a changé. Et on le voit aujourd'hui chez ceux qui ont 50, 60 ans, on voit on a raté 2 ou 3 décennies. On a raté 2 ou 3 décennies, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et il faut restaurer ce lien à tout prix. C'est notre défi en fait au niveau d'Isopolis, c'est vraiment rétablir le lien depuis plusieurs générations, parce que en fait comme on vit plus longtemps, autrefois dans la société réunionnaise, il n'était pas rare de voir 3 générations sous le même toit. C'était normal. Et ça se passait très bien. Mais maintenant, c'est plus possible. On est à 4 générations. C'est plus possible. Moi, ma propre mère, elle a 92 ans. Elle a 48 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Oui, donc, bravo. C'est énorme. Donc, vraiment, sous le même toit, c'est pas possible. Mais il faut trouver une alternative, tout simplement. Autrefois, la personne âgée, quand elle avançait en âge, elle était toujours
chez un enfant. Maintenant, les enfants, ils n'ont plus le temps. C'est pas de leur faute. Ils travaillent, ils ont plein de choses à faire. Ils ont déjà pas le temps pour eux, donc. C'est ça. C'est pour ça que je tiens à le dire, au niveau du BNB, la gestion du temps est un des domaines en particulier parmi les 9. Domaine dans lequel je me sens très malheureuse. Mais en l'occurrence, c'est un bonheur. Juste après l'émission. Je vais revenir à ça, à ce que je disais. Non, c'est pas ça que. En fait, c'est ça que je voudrais éviter. Lorsqu'on vient sur ce posture-là, c'est bien. Jaïla explique bien ce qu'il y a. Mais j'essaye vraiment de faire comprendre un petit peu. C'est pour ça que lorsqu'on parle des personnes âgées, on voit que lorsque la personne, j'allais dire, toute société patriarcale ou matriarcale, il y a un chef, entre guillemets, ou une chef. La personne âgée, aujourd'hui, c'est ça qui est déstructuré. Tout à fait. C'est ça. Une position de sage, en tout cas, de personne qui peut transmettre par l'expérience, par le vécu, une certaine sagesse qui permet d'orienter les décisions, de conseiller, etc. C'est ce qui n'existe plus. Mais c'est très frustrant pour les personnes âgées de ne pas pouvoir le faire. Quand on demande à une personne âgée c'est quoi le bonheur, eh ben, elle va toujours dire c'est la famille, c'est avoir la famille autour de soi, c'est pouvoir discuter, dialoguer, c'est pouvoir parler créole, c'est pouvoir partager un repas, etc. C'est la chose qui les rend heureux. Et par contre, la chose qui les rend malheureux, c'est vraiment de ne plus pouvoir le faire. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. Avant de conclure, la question pour moi, c'est ce projet-là, comment vous allez essayer de le faire comprendre, d'abord d'informer la population, de l'expliquer, de le faire comprendre, et comment ça va se mettre en place ? Alors, le projet est actuellement porté par un certain nombre d'acteurs, notamment on a la partie recherche, la partie action publique, enfin bref, on a l'IRD, CNFPT, etc. qui portent le projet. Mais ensuite, d'ailleurs, ce format est très intéressant parce que la vidéo, on a même le projet de faire une série télé pour expliquer l'histoire de la Réunion, qui est passionnante en série télé. Je sais pas, pour ceux qui sont fans de séries, la série 100, qui est une façon de voir comment la colonisation d'espace de la Terre, je trouve que l'histoire de la Réunion, quand on la raconte avec amour et avec l'envie de la découvrir, c'est quelque chose d'exceptionnel à suivre, et il faut arriver à captiver l'attention des gens sur la beauté, la richesse de leur propre histoire. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Je vais faire la transition tout de suite. Les personnes âgées sont prêtes à venir raconter ? Ah oui, oh mon Dieu, oui. D'accord. D'accord. Alors voilà, on arrive quand même au bout de ces 20 minutes, on a déjà dépassé d'1 minute 30 déjà la discussion. Ce que je propose, c'est que vous reveniez la prochaine fois, on essaiera de voir à quel moment ça vous est disponible et on essaiera de continuer cette discussion, et puis on commencera à avoir un petit peu, à accueillir à la rigueur des individus, des personnes, des seniors, pour voir si on peut commencer à parler un petit peu de ce qui se passait avant. D'accord ? Avec plaisir. Merci Evelyne Waro, merci Jaïla merci à vous. de Vacarme pour cet échange. Isopolis, donc c'est un projet sur j'allais dire un petit peu la société qu'on voudrait avoir, et on aura l'occasion de le détailler à une autre occasion. Merci mesdames. Merci à vous. On va faire une pause, vous allez avoir 2 ou 3 sujets à regarder. Je vous retrouve juste après. Dis papa, c'est quoi l'amour ? L'amour, mon fils, est une chose merveilleuse. Elle est une chose fragile et forte à la fois. Elle a pour naissance ton cœur, éveillant tous tes sens à la fois. Elle n'a pas de forme ni de but que de celui d'aimer, de celui d'être heureux et de rendre les autres heureux. L'amour, mon fils, il a des pouvoirs, comme tes super-héros. Il sauve des vies en bravant les dangers. Ils offrent à manger quand il y a des affamés. Ils partagent un sourire, changeant une journée. Il aide sans retour pour le bonheur de donner. L'amour, mon fils, est une émotion divine. Elle donne sans compter, sans voir pour après. Elle est de chaque instant dans ton cœur si grand. Elle n'a Dieu que la vie de nous voir épanouis. L'amour, mon fils, peut faire mal. Si tu ne vois en autrui
qu'une chose qui est à toi. Si tu le prends de force en faisant des éclats, si tu donnes pas à l'autre la liberté de ses choix, si tu crois que l'amour n'est que charnel et que les restes, on verra. Si tu pleures dans ton lit, voyant que le monde limite ses choix, ce n'est pas ça l'amour, enfin, celui aux yeux de ton papa. Quand papa est amour, il donne tout ce qu'il a. Il est comme Dieu est amour, il ouvre juste ses bras, sans condition ni détour. Il attend d'autres bras. L'amour, il ne le cherche pas. Ça le foudroie en l'état. Il ne combat pas pour l'amour, car il sait que c'est en soi. S'il doit prouver son amour, c'est qu'on ne l'aime pas. Pour papa, l'amour est la vie, le partage de soi. Des petits cadeaux à autrui, à l'abandon du moi. C'est même une folie qui déroute tous ses choix, jusqu'à même donner sa vie sans que personne ne le voie. L'amour avec l'amour, mon fils, quand il est partagé, donne dans les moments complices toute sa grandiosité. Il partage la douceur, l'abandon, la joie, la malice et la vérité. Il m'a donné, toi, mon fils, dans toute sa beauté. Il expose la compersion altruiste dans des pépites de liberté. L'amour pour toi, mon fils, je l'ai énorme, comme ça. Dans l'univers quantique, vers l'infini et au-delà. Il est aussi magique qu'il s'étend aux personnes autour de moi, diffusant par son cœur éthérique l'amour divin en moi. Sans condition, mon fils, voilà, c'est quoi l'amour, dit par ton papa.